Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Il y a quelques jours, le Tesla bashing a battu son plein avec la demande de l'organisme de normes américain de revoir les autonomies affichées par le constructeur automobile pour la plupart de ses modèles. Certains ont craint de voir la même chose arriver en Europe avec le WLTP. Il est temps, je pense, de remettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce que la norme WLTP ou le PA? En quoi ces normes sont-elles intéressantes et quelles sont leurs limites? Je vais donc nous plonger dans les coulisses de ces chiffres d'autonomie pour savoir comment on les obtient et ce qu'ils veulent vraiment dire. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais remercier Raphaël pour son mail. Même si j'avais déjà en tête de vous faire un épisode sur un sujet approchant, il m'a poussé à considérer de le faire un peu plus rapidement. Ceci étant dit, voyons ce que nous apprennent les chiffres annoncés par les constructeurs et ce qu'ils nous cachent. Commençons par un petit point de vocabulaire. Qu'est-ce qu'une norme? Une norme, du latin norma, équerre ou règle, désigne un état habituel répandu, moyen, considéré le plus souvent comme une règle à suivre. Ce terme générique désigne un ensemble de caractéristiques décrivant un objet, un être, et qui peut être virtuel ou non. Pour ce qui est des normes qui nous intéressent, on parle surtout ici d'un système de mesure en conditions contrôlées et d'une présentation des résultats encadrés par des règles strictes. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de bien comprendre ce dont on parle. L'objectif d'une norme comme le WLTP ou l'EPA n'est en aucun cas de reproduire des conditions réelles, car ceci est impossible. En conduite dans le monde réel, il y a tant de variables techniques et humaines, tant de conditions d'utilisation différentes et tant de situations particulières qu'il est impossible de reproduire tout cela dans un laboratoire. En revanche, les tests et normes tentent de s'approcher au mieux de ces conditions. Enfin, si on veut bien croire ceux qui les développent, les promeuvent et les utilisent. Voyons cela plus en détail. Durant les premiers 60 ans d'existence de l'automobile, les conducteurs n'avaient aucune idée de la consommation de leur auto. En tout cas, pas avant d'en acheter une. Pas plus qu'ils ne se préoccupaient de sa pollution. L'essor des voitures populaires et la généralisation de ce moyen de transport dans les années 50 a mis en lumière des besoins à ce niveau. Le nombre croissant d'automobiles et la dépendance de l'Europe aux importations de pétrole ont conduit à songer à une solution pour réduire les besoins en or noir des voitures. Avant de pouvoir réduire une consommation, il fallait déjà pouvoir la mesurer. C'est l'organisme français UTAC qui crée en 1962 un système de mesure en laboratoire. Quelques années plus tard, les États-Unis en feront de même, mais surtout pour les émissions polluantes. Beaucoup d'entre nous ont déjà vu les résultats de ce premier test, puisqu'il est resté en vigueur pendant très longtemps. C'est la fameuse indication de consommation à 90 et 120 km/h stabilisée, somme toute assez facile à réaliser. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le cycle de consommation urbain. Car oui, si vous regardez les publicités de l'époque, on ne parlait pas de consommation en ville, mais bien en cycle urbain. L'UTAC a donc développé un cycle d'utilisation d'une voiture censé reproduire la vraie vie. On parle ici d'un ensemble d'accélération, de freinage et autres temps de vitesse stabilisés ou d'arrêt permettant de simuler un cycle urbain de façon relativement identique pour toutes les voitures. Une fois que cette norme était en place, il fallait l'imposer. En effet, il fallait vendre le produit au constructeur automobile, mais à l'usager également. Il existe deux moyens de persuader un constructeur automobile d'investir dans une évolution de ses produits, la contrainte ou le profit. Rapidement, le test UTAC s'est imposé à tout modèle d'automobile homologué en France. Ça, c'est la contrainte. Les constructeurs français ne râlaient toutefois pas, puisque cela leur donnait un avantage sur beaucoup de leurs concurrents, et cela sur deux aspects importants. Premièrement, lorsqu'on compare la puissance et la taille des moteurs des voitures françaises ou leur poids au reste de la production mondiale, ils étaient parmi les plus avantagés par la norme, et donc les plus économes. Les Allemandes, les Anglaises ou les Américaines ne pouvaient pas rivaliser à cette époque. Ça, c'est l'incitation. Deuxièmement, l'UTAC n'a pas sorti son système de mesure de nulle part. Les grands constructeurs français ont été associés à la création du système. Ils ont donc pu savoir ce qui se préparait et concevoir des autos adaptées au système de mesure avant les autres.
Les voitures françaises ont donc, au moment de la mise en place, donné de meilleurs résultats que les autres. Cette norme a été utilisée pendant très longtemps et remise à jour au fur et à mesure du temps. Toutefois, l'harmonisation européenne et la nécessité de mettre tout le monde sur un pied d'égalité a obligé une révision du test. En 1973, le nouveau cycle européen de conduite, ou NEDC, est né pour mesurer de manière plus précise les consommations et émissions polluantes des voitures. Ceci était possible grâce à l'amélioration de l'automatisation des tests. Au début, toutefois, le test peut être réalisé sur la route, du moment qu'il n'y a pas de vent et que la température extérieure est entre 20 et 30 degrés. Rapidement pourtant, pour éviter les triches, les tests routiers sont remplacés par des tests en laboratoire sur des bancs à rouleaux. J'ouvre une petite parenthèse pour vous expliquer ce que sont ces machines. La voiture repose sur un ensemble de rouleaux connectés à des moteurs électriques. En fonction du poids de la voiture, ces moteurs opposent une résistance à la rotation des roues pour simuler ce qui se passe dans la réalité. Cette résistance est calculée en fonction du poids de l'auto et de la vitesse de rotation des roues. Le CX et la surface frontale du véhicule sont aussi pris en compte pour définir les composantes aérodynamiques de la résistance et donc les reproduire sur les rouleaux. Une soufflerie simule le flux d'air autour de la calandre, permettant au véhicule d'être dans les mêmes conditions que dans la réalité, du moins en tout cas dans des conditions très proches. On mesure les accélérations et les vitesses pour obtenir des données de puissance ou de couple par exemple. En revanche, les mesures de consommation ou de pollution sont prises directement sur l'auto. Le cycle de mesure repose en partie sur l'ancien cycle urbain, appelé ECE 15, et comporte cette fois-ci un cycle de conduite extra-urbaine. On reproduit 4 fois le cycle ECE, puis on réalise un cycle extra-urbain. Voici les courbes de vitesse-accélération que doit respecter le véhicule. Les allures auxquelles les passages de rapport de boîte doivent être faits sont imposés. Et c'est en fonction de la configuration de la voiture. Boîte manuelle, boîte automatique, nombre de rapports, etc. Seulement voilà, lorsqu'on confronte le NEDC à la réalité, on se retrouve avec des différences abyssales. Voyons pourquoi. Pour tirer parti du système, il faut savoir comment le contourner. Il y a 2 moyens de le faire, en contournant légalement la règle ou en fraudant. Premièrement, les constructeurs ont créé des autos entièrement adaptées au passage du test NEDC. Dans la gamme d'un constructeur, vous trouverez toujours un modèle particulièrement dépouillé, bien peu désirable. Je me rappelle par exemple du lancement de la Citroën C1 en 2006. Il y avait un modèle sans clim, sans direction assistée, sans radio, sans rien quoi. Très dépouillée, elle devait gagner quelques kilos afin de mieux passer les tests de normes et cela permettait aussi de présenter une auto à moins de 10 000 €. C'est du pur marketing. Cette version était bien au catalogue mais n'existait qu'à peu d'exemplaires. Juste ceux nécessaires au passage du test de normes. Aucun client n'a jamais été livré de ces modèles-là. Une note orale d'ailleurs de notre directeur de région nous précisait qu'il était inutile de vendre l'auto sans option. Elle ne serait jamais livrée. Il fallait soit avoir l'option direction assistée, soit l'option climatisation pour que la voiture soit mise en production. Bref, les modèles de base très dépouillés sont plus légers et disposent de pneumatiques en général plus fins pour permettre d'optimiser les résultats au test NEDC. Les pneumatiques sont gonflés dans la tranche maximale de la préconisation des constructeurs, tandis que la batterie est chargée totalement pour réduire autant que possible la consommation de l'alternateur. Les quantités de liquide sont également adaptées. Comme le test ne fait que 11 km au total, niveau d'huile et de liquide de refroidissement sont mis au minimum, afin que tout s'échauffe rapidement. Le carburant est aussi mesuré pour permettre d'avoir un poids réduit. Les réservoirs sont quasiment vides. Les tests sont réalisés et des plages de données sont obtenues. Le constructeur reçoit alors une plage de données et pas des données uniques. Il peut alors choisir les chiffres dans cette fourchette, puisqu'elles sont réputées être justes à l'erreur de mesure près, pour ses communications. Il prend donc en compte les chiffres qui les arrangent le plus. Pour le CO2 par exemple, il y a une marge de 4% qu'ils peuvent déduire de la mesure moyenne. Toutefois, comme cela ne suffisait pas à certains, en plus d'optimiser leurs autos, ils ont introduit des systèmes illégaux pour changer les conditions du test. Avec l'informatisation, certains constructeurs ont programmé les ordinateurs embarqués pour qu'ils repèrent les conditions d'un test. Une fois que l'auto a détecté qu'elle est sur un banc, elle utilise un programme dégradant les performances mais diminuant consommation et émissions polluantes. C'est ce qu'a fait Bosch pour plusieurs constructeurs européens ou japonais qui ont été condamnés d'ailleurs. Le plus célèbre est Volkswagen avec ce qu'on a appelé le Dieselgate. Après le scandale du Dieselgate, il devenait de plus en plus évident que le cycle NEDC n'était plus adapté à la technologie. Mais aussi qu'il était encore plus à l'ouest avec les véhicules hybrides et électriques.
En effet, pour les hybrides et hybrides rechargeables, les constructeurs jouaient sur la régénération et le niveau de charge de la batterie pour réduire les consommations. On avait alors des chiffres totalement irréalistes allant jusqu'à 70% en dessous de la réalité sur les PHEV. Pour la voiture électrique, le NEDC n'était pas non plus adapté. En effet, les cycles d'accélération et de décélération étaient très lents. On était très loin d'une conduite dans la vraie vie. Les véhicules électriques peu puissants étaient alors largement favorisés et Zoé ou Leaf pouvaient revendiquer des résultats flatteurs. Mais très loin des meilleures performances possibles dans la réalité. Pour les électriques, la consommation est devenue secondaire dans le discours marketing au profit de l'autonomie. Il fallait donc trouver un moyen de mieux mesurer celle-ci qu'avec le NEDC. C'est ainsi qu'est né le WLTP, World Harmonized Light Vehicle Test Procedure, programme de test harmonisé mondial des véhicules légers. On dirait le programme politique d'un candidat à une élection. C'est tout sauf représentatif de la réalité. En fait, le WLTP n'est ni mondial ni harmonisé. En dehors de l'Europe, il n'est quasiment pas utilisé. Les pays d'Amérique du Nord utilisent l'EPA, tandis que la Chine reste à sa variante du NEDC, le CLTC. Le Japon adopte par contre le WLTP, mais l'a modifié en supprimant les plus hautes vitesses du test, illégales dans le pays. Autrement dit, le WLTP au Japon n'a pas du tout les mêmes valeurs que le nôtre, alors qu'il porte le même nom. Pourtant, en Europe, pas mal de choses changent avec l'arrivée de cette nouvelle norme, et c'est plutôt pas mal. Premièrement, le cycle de mesure est largement modifié. Plus proche de la réalité, il permet des mesures en meilleure adéquation avec les conduites dans la vraie vie. Les écarts moyens d'autonomie et de consommation sont ainsi passés de 33 à 14% en changeant la norme. Cette différence est entre la norme et ce que constate la majorité des utilisateurs. On change aussi les conditions dans lesquelles la voiture est testée. La température est contrôlée et varie pendant le test. Celui-ci est plus long et comporte des accélérations plus franches. Enfin, un petit peu, quoi. Certains biais techniques sont aussi éliminés. Là où le test NEDC se faisait réservoir vide, il se fait à l'inverse avec un réservoir plein et des niveaux de liquide au maximum. Cette mesure a eu pourtant un effet pervers pour les utilisateurs de voitures thermiques, car la contenance des réservoirs a tout d'un coup fondu comme neige au soleil. Alors qu'une Laguna 2 avait un réservoir de 70 à 76 litres, la Talisman actuelle en est réduite à 50 litres, soit ce que contenait une 205 dans les années 80. Le WLTP introduit également certaines impositions, comme le fait d'homologuer les voitures avec les options qui impactent leur consommation. Ainsi, la taille des pneumatiques en option affecte l'affichage de l'autonomie marketing sur les configurateurs des constructeurs. D'autres options jouent aussi, comme l'hyperscreen chez Mercedes qui vous fait perdre de l'autonomie, car cela augmente le poids de l'auto et donc change les conditions du test. Dans la vraie vie, par contre, pour l'hyperscreen, l'impact est largement plus nuancé. Tous ces changements ont pour but d'éviter de voir certains petits malins profiter du système pour afficher des autonomies irréalistes. Du moins en théorie. Parce qu'en pratique, le WLTP reste biaisé. En effet, la part d'urbain et de vitesse sous les 80 km/h est prédominante et ne mesure les voitures qu'à des niveaux de performance largement en dessous de ce que nécessite une conduite normale en Europe. Cela introduit un biais dans lequel les constructeurs traditionnels se sont engouffrés avec plaisir. Pour les thermiques, les tout petits moteurs à 3 cylindres ont représenté la réponse à la norme WLTP. Petite cylindrée et moins de pièces mobiles offrent de meilleurs résultats au test, mais des performances minables en l'état. Leur adjoindre un turbo et des systèmes d'injection directe booste les moteurs pour leur permettre d'avoir un usage acceptable dans la vraie vie. Ajuster le déclenchement du turbo juste au-dessus de ce qu'impose le test permet du coup de profiter d'un test excellent. Mais dans la vraie vie, c'est complètement autre chose. Avec des consommations gargantuesques, des durées de vie ridicules mais aussi des coûts de production réduits, les constructeurs se frottent les mains. Les 3 cylindres 1,2 litre PureTech de chez Stellantis sont par exemple de superbes pompes à fric pour le constructeur. De belles performances au test font vendre l'auto. Le moteur est peu cher à produire et le client va revenir souvent avec des pannes ou des casses. En clair, le test a largement dégradé le produit destiné au client. Pour la voiture électrique, on a un peu moins ce type de soucis niveau fiabilité, mais pour l'autonomie, c'est autre chose. Aux vitesses du test, les voitures à moteur synchrone à aimant permanent sont favorisées, car leur rendement est meilleur à bas régime. Pourtant, passé 110 km/h, la plupart de ces autos voient leur consommation littéralement exploser. Pour les moteurs à induction, c'est l'inverse. En ville ou à basse vitesse, leur rendement est un peu moins bon, mais à haute vitesse, ils sont plus performants que les autres.
Le seul type de moteur qui s'en sort bien dans les deux cas est le moteur synchrone à aimant permanent à réluctance variable. Mais il est compliqué à maîtriser techniquement, et seuls peu de constructeurs les utilisent. En plus, ils ne se trouvent pas sur l'étagère pour concevoir des VE à la hâte comme le font certains. Les constructeurs vont donc utiliser les technologies les moins chères et les plus adaptées au test afin de booster leur crédibilité et leur profit. Peu importe que le client n'ait pas les chiffres promis, c'est la norme qui décide, hein. Eux, ils sont pas en cause, c'est la faute de la norme. En plus, le test WLTP en lui-même est peu complet, car il exclut des aspects importants comme l'usage de la climatisation ou du chauffage, de l'infotainment, ce qui consomme aussi de l'énergie, et bien d'autres choses. Je ne rentre pas dans le détail du test, mais sachez que si le WLTP tient compte des consommations, il tient aussi compte de la recharge de l'auto. Il est pourtant loin d'être satisfaisant d'un point de vue de l'honnêteté intellectuelle. Il a été conçu pour favoriser les constructeurs européens et masquer leur retard technologique en matière de voitures électriques. Mais alors à qui se fier? Il existe un test qui lui est encore meilleur et qui s'approche bien plus de la vraie vie. Le PA. Cette norme américaine vient d'être modifiée et c'est précisément ce qui a conduit Tesla à devoir changer ses chiffres annoncés. Aux États-Unis, la libre concurrence n'est pas un vain mot, et mettre tout le monde sur un pied d'égalité est une nécessité. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biais, mais que les autorités sont très sensibles à cela, parce que s'il y a un biais et qu'il s'avère qu'ils étaient au courant, eh bien le public va leur tomber dessus, ce qui n'est pas le cas en Europe. En plus de tests plus complets incluant des usages à chaud et à froid avec l'utilisation du chauffage ou de la climatisation, le PA se réalise avec des vitesses bien plus réalistes que le WLTP. Jusqu'à récemment, il restait pourtant un biais qui permettait d'optimiser les résultats, les modes de conduite. En effet, lorsqu'il s'agit d'optimiser un véhicule pour un test, certaines choses infimes peuvent avoir leur importance. Si les modes de courbe de puissance comme Eco, Sport et autres modes n'ont aucun effet sur le test étant donné que l'accélération est définie par le test et non pas par la voiture, deux choses peuvent avoir une influence sur le résultat final. La régénération et le système One Pedal. Auparavant, il était possible de modifier les profils de régénération en fonction de la phase de test. Forte en cycle urbain et faible pour le circuit à haute vitesse, on pouvait changer de mode pour profiter d'une configuration plus favorable. C'était tout bénéfice pour le constructeur, puisqu'il augmente artificiellement son autonomie tout en vendant un système à l'apparence technologique à son client. Les palettes au volant sont en effet prisées, mais en fait elles ne servent à rien en dehors des tests de normes. J'en reparlerai d'ailleurs bientôt en faisant des mesures sur route. Le second point est la façon dont une auto s'arrête. Lorsque vous activez le système de conduite à une pédale, la régénération va aussi loin que possible et c'est le ou les moteurs qui arrêtent l'auto. Pour ce faire, ils consomment un petit peu d'énergie à la fin, pour l'arrêt complet, mais n'ont plus besoin des freins mécaniques. Ceux-ci ne sont serrés qu'une fois l'auto à l'arrêt. Chez Tesla, ça s'appelle le mode serrage. En rampage, par contre, il faut freiner pour s'arrêter. La régénération s'arrête à environ 7 km/h et un peu de puissance est envoyée en permanence dans le ou les moteurs, même à l'arrêt. Lorsqu'on lève un peu le pied du frein, la voiture commence à avancer ou reculer. Ce mode de conduite va donc consommer un tout petit peu plus que le serrage et régénérer un tout petit peu moins. Jusqu'à présent, les constructeurs pouvaient utiliser le mode qu'ils voulaient pour les tests. Mais maintenant, c'est comme pour le WLTP. Ils doivent utiliser le mode le plus défavorable pour obtenir les chiffres de consommation et d'autonomie qu'ils vont divulguer. Voilà pourquoi Tesla supprime progressivement le rampage en Europe sur tous ses modèles. Mais pas aux États-Unis jusque-là. Avec la nouvelle évolution du test PA, Tesla introduit un Range Package qui lui permettra de récupérer son autonomie antérieure mesurée par le test. Ne laisser que le mode de conduite le plus avantageux et ne plus permettre de régler la régénération était déjà implémenté sur les nouveaux modèles Tesla depuis la modèle S et X 2021 en Europe. Ajoutez les pneumatiques spéciaux EV et vous avez le Range Package qui va être mis en place aux États-Unis. En conclusion, les normes sont censées nous offrir une comparaison fiable entre les marques et modèles. Elles nous sont présentées comme une façon objective de mesurer les performances d'une auto, alors qu'en fait, elles sont quand même biaisées et conduisent à des choix techniques en dépit du bon sens, voire au détriment du client. Personnellement, le mode rampage me manquera, mais c'est un moindre mal de le perdre si je compare aux pauvres clients de véhicules équipés de 3 cylindres gourmands, peu agréables et peu fiables, qui ne doivent leur déboire qu'à la norme.
Enfin, pour finir, je ne vous dirai qu'une chose. Laissez les normes où elles doivent rester, dans le domaine de la théorie. Les chiffres sont des indications plus ou moins réalistes en fonction de votre usage. Ne les prenez pas au pied de la lettre comme une réalité. Pas plus que tous les chiffres marketing dont on nous abreuve pour tout et n'importe quoi. Un chiffre n'est valable que dans un certain contexte et que si on l'a vérifié. Et je vous invite à vérifier les tests d'autonomie, de consommation dans votre usage quotidien. Vous rencontrerez forcément des variations, mais elles sont normales. Pour ma part, vous avez déjà vu une partie de mes tests et il y en a d'autres qui vont arriver sur plein de points intéressants et plein d'idées reçues sur l'usage d'une voiture électrique, comme les palettes au volant, la régénération, les modes éco et compagnie. Bref, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.